roi sort de son cabinet d'angle à Versailles sur le balcon, tête nue sous la tempête, et il regarde au loin, avenue de Paris, le cortège de Madame de Pompadour qui s'éloigne et donc il n'a pas le droit d'assister évidemment aux funérailles de sa favorite, et il va se souvenir en versant une larme de cet ami de 20 ans, comme il le raconte. Voici quelques gemmes, je passe un peu plus vite, et notamment, ça c'est très émouvant, c'est la bague personnelle de Madame de Pompadour que nous avons exposée. Vous savez que c'était une artiste, elle gravait, etc. Et là, elle a taillé elle-même cette bague, enfin une autre bague, celle-là, en haut avec le portrait. En fait, elle taillait des bagues avec le portrait du roi qu'elle portait. Celle-ci, elle a été taillée par son maître, Jacques Guillet. Et c'est des bijoux qu'elle va léguer au roi à sa mort. Donc c'est très émouvant. Tout va à Marigny, son frère, le marquis de Marigny, tout son fabuleux héritage, mais elle accepte ces bijoux qu'elle donne au roi. Et notamment, par exemple, ce sceau qui est tout petit, qui est très émouvant. C'est un sceau à 3 faces de sa correspondance personnelle. La première face représente l'amitié, la deuxième face représente l'amour, et la troisième face, leurs 2 initiales entrelacées, que l'on voit ici, le L et le P. Et donc on voit qu'il jouait beaucoup aussi de cette iconographie amour-amitié. Rappelons que la grande statue que je vous ai présentée, c'est une commande officielle des bâtiments du roi. C'est pas du tout une œuvre que Madame de Pompadour a commandée. Donc il fallait aussi absolument affirmer devant toute la cour, officiellement, ce nouveau statut qu'elle a fait. Nous évoquons dans une autre salle, eh bien, l'amour, sous toutes ses formes. Et non, c'est un thème central au XVIIIe siècle et dans la vie de Louis XV. Vous savez, le XVIIIe siècle, c'est un siècle très paradoxal, à la fois ultra-religieux, ultra-libertin. Et notamment, c'est une salle qu'on avait appelée l'amour en 3 chefs-d'œuvre. Et ces 3 chefs-d'œuvre, ils ont tous appartenu aux collections de ses favorites, notamment Madame de Pompadour et Madame du Barry. Et notamment ce petit amour, évidemment toutes les sculptures aussi sur le thème de l'amour, ces petits amours qui est un thème central. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je crois qu'on pourrait faire un cours pendant 2 heures sur qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre en reproduisant cette statue de marbre par Jacques Sally avec son piédestal d'origine. Il y a tout le XVIIIe siècle qui est résumé dans ce petit amour donc Madame de Pompadour a commandé, ce petit air absolument délicieux, narquois de ce petit amour qui est en train de vérifier si sa flèche est bien pointue pour la planter. Et ensuite, il va recouvrir de ses yeux le petit bandeau qu'il a parce que l'amour est aveugle. Et puis, je vous ai mis le dos, le revers, parce que c'est quand même les plus belles petites fesses que l'on puisse imaginer. Petites fesses d'enfant, comme ça, pendantes, etc. Mais justement, c'est ça le XVIIIe siècle. C'est une antiquité de chair, en fait, très réaliste, comme ça, avec ces petites fossettes. Et ça, c'est véritablement une sculpture vivante qui est un véritable chef-d'œuvre qui était exposé au château de Bellevue, l'extraordinaire château de Madame de Pompadour. Autre sculpture, mais presque iconique, cet amour menaçant par Falconet, qui résume lui aussi le XVIIIe siècle, qui est appartenu aussi à Madame de Pompadour et qui était exposé à l'hôtel d'Évreux, donc à l'Élysée. Et puis aussi cet amour assis au bord de la mer, rassemblant les colombes du char de Vénus, comme le décrit la scène, et qui a appartenu à Madame du Barry, et puis ensuite d'ailleurs à l'impératrice Joséphine. Alors, évidemment, un mot rapide sur ce parc Auxerre qui a tant fait couler d'encre, et dont je parle en introduction, parce que c'est lui qui a aussi été à l'origine de cette légende noire qui s'est abattue sur Louis XV. Là, vous voyez un ouvrage, Le parc Auxerre ou l'origine de l'affreux déficit. Alors, c'est 1790, alors on reconnaît tout à fait le vocabulaire révolutionnaire. Alors, tout est l'affreux déficit, parce que vous savez que je travaille sur Marie-Antoinette, et c'est Marie-Antoinette ou l'origine de l'affreux déficit aussi. Enfin, c'est tout à fait... Ce vocable des enfants, en 1790, ça montre bien, avec ses publications pamphlétaires, à quel point ça a marqué cette histoire du parc Auxerre. Pour résumer, il y avait quelques maisons dans le quartier Saint-Louis où, avec une sorte de réseau de rabatteurs, il faut dire ce qu'il est, notamment dont faisait partie le duc de Richelieu, allait à Paris chercher pour une nuit des très jeunes filles pour les amener dans ces maisons, et puis en fait elles repartaient le lendemain largement gratifiées. C'était vraiment... ça a duré 9 ans, entre Madame de Pompadour et la rencontre avec Madame du Barry. Et le roi, voilà, s'est aussi illustré dans ses amours éphémères peu glorieuses, mais ça s'explique aussi au point de vue de son tempérament aussi. Le duc d'Argenson, il est toujours dans l'excès d'apathie, l'excès d'études. Et donc c'est une autre forme d'excès, en fait, qui correspond bien à son tempérament mélancolique.
Et donc là, on a reconstitué exactement, grâce à Camille Pascal d'ailleurs, qui avait fait un mémoire universitaire tout à fait remarquable il y a des années sur cette économie du parc Auxerre et qui a pu déterminer exactement quelles étaient les 3 maisons aux dates bien différentes, donc dans le quartier Saint-Louis de Versailles, dont une maison reste encore aujourd'hui. Et puis, il y a des pièces des archives nationales aussi qui sont tout à fait étonnantes sur cette économie du parc Auxerre et qui nous montrent notamment les gratifications extraordinaires qu'avaient ces jeunes femmes, notamment la première desquelles, Marie-Louise O'Murphy, dont vous voyez ici le pied, qui est une esquisse de Boucher. Je vous montrerai le reste, je pourrais le faire tout à l'heure. C'est une œuvre extraordinaire, qui était l'œuvre préférée de beaucoup de personnes. C'est un pastel, une esquisse, juste le pied, tout est dit, en fait, c'est presque l'ellipse parfaite de ce siècle libertin, qui a fait d'ailleurs de nombreuses couvertures de livres. Il faut aussi penser que c'est au XVIIIe siècle que se développe notamment cet érotisme autour du pied, qu'on connaît parfois aujourd'hui, autour des écrits de Diderot, notamment, qui va gloser là-dessus. Et voilà, évidemment, ce merveilleux portrait de François Boucher, qui est exposé à Munich, à l'Alte Pinakothek, de Marie-Louise O'Murphy, l'une des plus belles, des plus beaux modèles du siècle, hein, qui a fait tourner la tête de beaucoup de personnes, notamment Casanova. Alors, je dis un mot, et peut-être effectivement, de Damien, notamment cet attentat de Damien. Vous savez, en 1757, en janvier 1757, eh bien, vous savez, le roi sort de son carrosse à Versailles, enfin, s'apprête à monter dans son carrosse, plus exactement, et un fou furieux arrive, et les gens le repoussent, le roi met la main à son flanc, et il s'aperçoit qu'il a la main en sang, et tout. Tentative de régicide avec un coup de poignard. Le roi, on comprend immédiatement qu'il a été un petit peu égratigné. En fait, on était en janvier, ils étaient très habillés, donc la lame n'a pas vraiment pénétré. Mais enfin, quand même, il a reçu quand même un bon coup de couteau. Le roi apporte, comme vous le savez, sa clémence immédiatement, mais le Parlement va être plus royaliste que le roi et va faire ce procès qui va être abondamment suivi. Et nous présentons pour la toute première fois, et d'ailleurs on ignorait que ça existait lorsqu'on a préparé cette exposition, dans l'armoire de fer, vous savez, des archives nationales, là où vous savez toutes les archives les plus précieuses de l'histoire de France, eh bien on a toutes les pièces à conviction de Damien, la redingote extraordinaire qu'il avait le jour du régicide, les couteaux. Alors les couteaux, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait le couteau du régicide, selon la tradition, a été détruit au moment du supplice, mais c'est la police qui est allée saisir tous les couteaux de la famille Damien. Maman Damien n'avait plus rien pour cuisiner. Les couteaux, et voilà, toutes ces pièces à conviction, le gant qui est tout à fait impressionnant, la cravate, les lettres personnelles de Damien au roi dans sa prison, c'est très émouvant, où Damien lui dit « Je sais que vous avez demandé la clémence, mais c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer, si je puis me parler ainsi. » Ça, c'est des lettres très, très émouvantes. Des pièces aussi manuscrites. Le seul portrait que nous présentons, réaliste, de Damien, parce qu'on a toujours des petites gravures populaires comme ça, mais le seul vraiment portrait réaliste réalisé sur son exécution. Et comme vous le savez, ça va être le dernier supplice en place publique. Évidemment, là, la société aussi a évolué, les hommes des Lumières sont là, évidemment, ça va être absolument atroce. Je vous assure que moi, j'ai refusé de travailler sur ce sujet, c'est absolument illisible même de lire les descriptions de ce qui est arrivé à ce pauvre Damien, mais ça a été vraiment un point de basculement aussi. Vraiment, et dans le règne, il y a un avant et un après Damien, et dans la vie personnelle du roi, et dans la société. Et puis, donc, je parlais des goûts et passions du roi, au premier rang desquels, s'il faut en choisir certaines, les sciences. Alors là, je vous mets deux leçons de sciences, celles que nous avons vues au début, et puis ensuite à gauche une autre avec toujours le régent, puisqu'en fait, Louis XV, et ça on l'ignore peut-être plus, elle va être le grand roi scientifique dans l'histoire de France, hein, sans commune mesure. Alors on parle souvent de l'amour de Louis XVI pour la serrurerie, c'est tout à fait vrai, mais Louis XV va être vraiment scientifique, capable de corriger des instruments de précision avec vraiment une culture. Enfin, c'est un des princes les plus savants de son temps. Et évidemment, ce goût lui vient du régent, qui était lui aussi un prince extrêmement savant, qui a contribué à restaurer vraiment la gloire de la science en France. Il voulait faire de Paris la première capitale scientifique d'Europe. Il a restauré notamment l'horlogerie au premier rang d'Europe. Et il va faire dispenser au jeune Louis XV des leçons méthodiques
organisé, un enseignement parfaitement organisé, avec évidemment des leçons d'astronomie, de géographie, comme je dirais tous les rois en ont eu, mais aussi des nouvelles sciences de façon très poussée, la physique, la chimie, l'électricité. On a le jeune Louis XV qui allait suivre des cours d'électroluminescence, donc de lumière électrique, au collège d'Harcourt, par notamment Pierre Paulinière, la botanique, enfin toutes sortes. Enfin, c'était vraiment la mode de ce qu'on appelait la science expérimentale, qui avait évidemment beaucoup de succès à l'époque. Et donc, voici quelques-uns, notamment des très très beaux peintures sur velin qui représentent les plantes botaniques de Louis XV, parce qu'en fait, Louis XV va garder toute sa vie un amour de la botanique. Donc déjà, quand il était petit, on lui avait mis sur la terrasse des Tuileries des petites cloches où il s'amusait à faire pousser des oignons. Et puis, quand il devient roi, il crée, au domaine de Trianon, le plus grand laboratoire botanique d'Europe, 4000 plantes venues du monde entier, parfaitement organisées, visitées par tous les botanistes d'Europe, notamment Linné, et qui vont être représentées dans ces fabuleuses collections de vélins qui est conservée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui a été publié d'ailleurs. C'est un ouvrage extraordinaire de tous ces vélins animaliers et aussi botaniques, et dont nous avons eu la chance, vraiment, évidemment, c'est des œuvres qui sont conservées, qui ne sortent jamais, conservées dans des précieux portefeuilles, et que là, nous avons pu observer véritablement pour la première fois. Voici une vue de Trianon, où on voit ces serres, ces laboratoires botaniques. Ici, un plan où on a les nouvelles serres, qui présentent les nouvelles serres de Louis XV, des serres ici, dirigé par Claude Richard, le jardinier Louis XV, et ça c'est l'encyclopédie, donc ça fait l'objet d'une planche dans l'encyclopédie, l'invention par les Français des nouvelles serres chaudes qui permettaient d'acclimater des plantes du monde entier. Donc c'est une vraie passion personnelle, là je parle des passions intimes du roi, et donc on sait que qu'il neige, qu'il vente, eh bien le roi allait à Trianon discuter. Ça c'est toujours très caractéristique de Louis XV. Il agit comme des gens de métier. Il est capable de tenir des conversations, il ne veut pas coordonner les choses, mais il est capable d'ordonner, de discuter du détail d'une greffe, etc., avec des botanistes. Donc aujourd'hui, on dirait en quelque sorte que Louis XV, il fait tout à fond. Et ça, d'Argenson le raconte très bien. Il s'intéresse de façon très scientifique, technique, à l'architecture, à la chasse, à la botanique, etc., de façon à presque parler d'égal à égal avec ses officiers. Et notamment, j'évoque l'une des grandes passions de Louis XV, l'ananas. Vous savez, c'est la grande folie d'ananas au XVIIIe siècle. On voit partout dans les arts décoratifs la tenture à l'ananas, le brocart à l'ananas, les garnitures de cheminée à l'ananas, etc. L'ananas, effectivement, c'est un des grandes ambitions de Louis XV. Pas la seule, je vous rassure, parce qu'en fait la France avait 50 ans de retard. Ça n'allait pas du tout, puisqu'en fait il y avait une course à l'ananas depuis le XVIIe siècle, et c'est évidemment les Anglais qui ont gagné. Et on a un tableau à la Royal Collection de Londres, chez maintenant le roi Charles III, qui montre le jardinier, comme c'est un grand tableau qui offre le premier ananas au roi d'Angleterre. On est en 1670 et les Français n'ont toujours pas réussi à cultiver l'ananas. Extrêmement compliqué, l'ananas il meurt en dessous de 10 degrés, mais s'il fait trop chaud il pourrit, etc. C'est très compliqué. Il faut 2 ans pour qu'un œilleton se développe, etc. Et donc en 1733, au potager royal, culture des 2 premiers ananas français, offert à Noël à Louis XV, qu'il déguste, coup de foudre intégral. Il dit que ça a un goût de confiture, toute la cour devient folle de l'ananas. Et ensuite, il va le développer de façon industrielle, alors, non pas à Trianon, comme on l'entend souvent, mais au château de Choisy. Il y a près de 4000 plants d'ananas qui sont installés. Le duc d'Angevilliers, surintendant des bâtiments du roi, essaie de freiner les dépenses. On fait des terrassements, on installe des serres chaudes révolutionnaires. Alors Louis XV va appeler Alexandre Braun, qui est un spécialiste de l'ananas anglais et qui vient, et alors lui il s'en donne à cœur joie parce qu'il est là pour l'ananas, donc il développe des serres à 60 000 livres avec des stores automatiques suivant le soleil, etc. Bref. Rien ne parvient à freiner ce qu'on appelait l'ananas mania du roi. Et là, vous voyez ce très beau portrait par Jean-Baptiste Oudry, quand même un grand peintre du roi, ce véritable portrait d'ananas, et qu'ensuite, d'ailleurs, Marie-Antoinette a choisi ce tableau pour accrocher dans son cabinet intérieur à Versailles. Et il est toujours exposé aussi maintenant dans le cabinet de Marie-Antoinette. Je vous passe plus rapidement ensuite sur des grands instruments scientifiques de Louis XV. Ici, c'est notamment un ouvrage qui détaille tous les plus beaux instruments scientifiques du roi.
les grands globes mouvants, aujourd'hui conservés à l'Observatoire de Paris, par Claude Siméon Passement, mouvants parce qu'en fait ils ont un système d'horlogerie à l'intérieur et ils se meuvent en même temps que la rotation de la Terre. Évidemment, toujours pour Louis XV, à la fois chef-d'œuvre de l'art, avec ces montures extraordinaires en bronze doré rocaille, ici par les Caffieri, et prototype à la pointe de la recherche. Ça va être très différent sur Louis XVI. Louis XVI, c'est un roi d'ailleurs qui aime d'autres sciences, notamment la géographie, qui sont très différentes des sciences de Louis XV, et puis qui est plutôt à l'anglaise, hein, des petits laboratoires simples, laiton, acajou, etc. Alors que Louis XV, c'est vraiment le grand siècle des instruments scientifiques, on a véritablement des chefs-d'œuvre vraiment insurpassables qui réunissent en quelque sorte les deux. Voici des globes, voici un microscope notamment, que nous avons acquis il y a peu à Versailles. C'est le premier tripode qui rentre dans les collections françaises, et réalisé aussi par l'ingénieur Passement, par le bronzé Caffieri. Là aussi, prototype à la pointe de la recherche. Moi, j'ai des grands scientifiques qui m'ont dit, mais en fait, il manque que l'électricité, mais presque la technologie n'a presque pas changé. Hein. Le focus se fait pareil, l'éclairage de l'échantillon par le petit miroir concave, comme ça, qui concentre les rayons du soleil, enfin voilà. Et il y avait donc dans les cabinets bien des petites sessions très amusantes d'observations microscopiques où on observait des gorges de lézards, les sources des cheveux, des puces, des coccinelles, etc. Voilà notamment des détails, des observations microscopiques que l'on réalisait sous le règne de Louis XV. Et puis, chef-d'œuvre, parmi les chefs-d'œuvre scientifiques, là je vous montre une vue dans l'exposition, la célèbre pendule astronomique de Claude Siméon Passement, toujours cet horloger. Alors là, je ne vais pas détailler, il faudrait y rester très longtemps, c'est une des pendules les plus célèbres du monde. 35 ans de création pour cette pendule, ça vous donne un petit peu une idée. 20 ans d'abord pour établir les tables astronomiques sur 10 000 ans, parce que la pendule elle est faite pour durer 10 000 ans sans aucun réglage. Et donc ça n'était jamais arrivé. On savait parfaitement établir des tables astronomiques depuis l'Antiquité, mais jamais sur 10 000 ans. Donc, elle présente le système du monde selon Copernic, avec la position des planètes, évidemment, qui avance en même temps. On peut commander la mécanique céleste à la main pour rétrograder dans le temps, avancer dans le temps sur 10 000 ans. Donc, merveille des merveilles. Un mécanisme parfaitement visible, puisqu'en fait, cette pendule, c'est d'abord un mécanisme tout à fait extraordinaire, développé, présenté au roi. C'est équivalent un peu à un prix Nobel à l'époque, hein, de présenter ce qu'on appelle la présentation d'une invention scientifique devant le roi. Ça vous garantissait ensuite un développement. Le roi achète ce mécanisme et ensuite commande la boîte en bronze doré. Et donc ce mécanisme il est visible à travers toutes les glaces. Voilà le cadran avec 4 aiguilles, parce qu'il y avait l'heure vraie, qui est l'heure solaire, l'heure mécanique, qui est l'heure de vos montres aujourd'hui, la seconde l'heure vraie, la minute vraie et la seconde. Autre planche de l'encyclopédie, on voit vraiment que le siècle de Louis XV, c'est le siècle de l'innovation aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait... Dans ces périodes, au sortir de la Régence, de pleine expansion économique, vent de liberté, je le disais, partout, et bien c'est aussi des périodes de grande confiance, aussi d'élan. On le voit bien avec la Renaissance, précisément, une grande période scientifique aussi. Et bien cette Régence, c'est une forme de renaissance aussi. Eh bien, on a cette grande foi en l'avenir et donc un élan aussi et beaucoup d'innovation. Et là, notamment, une planche de l'encyclopédie qui montre l'équation du temps dans la pendule de Passement. Donc, cette équation du temps, c'est effectivement ces 2 heures vraies mécaniques qui avancent en même temps. Je passe plus rapidement. Vous voyez ici le mécanisme qui est gravé, inventé par Passement, exécuté par Dotio, examiné et éprouvé par l'Académie royale des sciences. Vraiment après cette approbation de l'Académie royale que le roi va acquérir cette œuvre. Qui est toujours aujourd'hui, c'est une des rares œuvres toujours en place à Versailles, à l'endroit pour lequel elle était conçue, dans ce cabinet que je vous présente ici, qui a immédiatement pris le nom de cabinet de la pendule depuis qu'elle a été installée là-bas le 15 juillet 1754. Avant, c'était le cabinet des pendules, avec plein de pendules, et quand elle est arrivée, on a tout enlevé pour laisser le cabinet de la pendule. Et donc, elle est toujours en place aujourd'hui. Vous savez, c'est une des seules œuvres qui a été exceptée des ventes révolutionnaires, des très rares œuvres, avec le bureau du roi, notamment, exceptée pour son caractère unique. Ça, c'est on n'accepte pas parce que c'était très beau, tout était beau à Versailles. Vraiment, le caractère tout à fait unique, génie de la nation française. Et donc, l'œuvre, elle a été conservée pendant tout l'épisode révolutionnaire à Versailles, gardée par une sorte de garde du corps. D'ailleurs, elle n'est pas allée à Paris parce que c'était impossible à déplacer. Et puis,
Alors c'est une pendule, alors ne vous inquiétez pas si vous voyez des pendules de Passement un petit peu partout. C'est une pendule très célèbre et donc elle a eu au 19e beaucoup de copies. C'était très à la mode d'avoir une pendule de Passement chez soi. Évidemment, ce ne sont que des copies presque de la face, mais il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. Parfois c'est vraiment des choses extrêmement simplexes, des globes terrestres, bêtes. Mais enfin, il y en a beaucoup, il y en a encore qui passent en vente aujourd'hui. C'est parfois des véritables, avec plus ou moins de qualité, de monuments de bronze. À droite, vous voyez notamment la pendule de Passement de Louis II de Bavière, notamment au château d'Éric-MC, vous savez, la copie conforme de Versailles. Et là aussi, son cabinet de la pendule.